l'État est toujours soucieux, et même les États postcoloniaux, hein, les États aussi quand les États se forment, il y a toujours une espèce de contrôle sur le ventre des femmes. Donc, interdiction d'avortement, interdiction de contraception, ou oui, ou non, ou ceci, ou cela. Enfin, il y a un contrôle d'inspiration coloniale et d'inspiration, et qui est lié aussi avec l'idée de l'armée. Est-ce qu'on a suffisamment de corps pour les envoyer comme soldats? Est-ce qu'on a suffisamment de garçons pour en faire des soldats, pour les envoyer à la mort? Donc oui, il y a l'État l'État a besoin de sujets, et le capitalisme a besoin d'une force de travail qu'il fait circuler, qu'il peut faire circuler à travers le monde selon les besoins, avec des migrations, mais tout en abandonnant profondément la vie de ces personnes, la vie de ces communautés. C'est-à-dire la reproduction, elle n'est faite que pour pouvoir extraire du monde, pour les faire travailler dans des métiers sous-payés, précarisés, vulnérabilisés, mais c'est pas le bien-être. C'est pas, il ne s'agit pas du bien-être des femmes, des hommes et des enfants. Il s'agit d'intervenir directement dans la vie intime des hommes et des femmes. Bonjour Françoise Vergès, merci de me rejoindre aujourd'hui dans ce podcast pour parler de votre ouvrage Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, ceci dans le cadre comment dire, d'une annonce du président Macron d'il y a quelques jours, c'était le 16 janvier dernier, dans lequel il parlait de réarmement démographique. Hein, donc bon, voilà, je me suis dit c'est l'occasion d'interviewer Françoise Vergès, hein, et puis de mettre en perspective donc ces paroles du président Macron grâce donc à votre ouvrage. Voilà, donc bah, si vous voulez bien, je vais relire rapidement l'essentiel du discours ouais, du discours des paroles du président Macron. Et puis ensuite, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez et puis on entrera un peu plus dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Macron? En fait, il avait dit notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. Hein, voilà, donc c'est dans l'intérêt de la France. Hein, voilà, donc tout le monde doit s'aligner. Nous étions jusqu'à récemment un pays dont c'était la force. Donc cette natalité-là, sans doute la singularité en Europe, et c'est moins vrai depuis quelques années. Alors c'est vrai que la natalité dégringole depuis 2 ans. Il y a derrière cela des angoisses qui vont avec la société, peut-être des choix pris jadis sur des sujets financiers. Il appartiendra au gouvernement de poursuivre ce travail. Donc ça, c'était un lapsus révélateur. Hein. Bon, entre parenthèses, donc il va poursuivre le travail de casse du pouvoir d'achat, etc. des gens. Mais je voudrais insister sur 2 points.
pour essayer d'améliorer les choses. Donc là, il insiste, ouais, donc ça veut dire que c'est ça qu'il essaie de vendre, l'idée principale. Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie. Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel. D'abord, il sera mieux rémunéré, donc ça, c'est des promesses évidemment pour vendre le truc. Il permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant 6 mois, s'ils le souhaitent, et surtout, il sera plus court que le congé parental. Bon, il ne le dit pas comme ça, mais c'est évidemment pour protéger le capitalisme et remettre les gens au travail plus vite. Donc, ce sera plus court que le congé parental actuel, qui peut parfois aller jusqu'à 3 ans et qui éloigne beaucoup de femmes. Ah oui, bon, mais évidemment, c'est pour des intérêts des femmes, hein, qui éloigne donc beaucoup de femmes du marché du travail et qui crée beaucoup d'angoisse puisqu'il est peu et mal rémunéré et donc crée des situations parfois impossibles. Ensuite, il parle du problème d'infertilité. Il dit un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Hein, donc toujours mettre des termes qui vont créer du buzz et qui vont en quelque sorte permettre à l'idée d'être mieux, d'être mieux accepté. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce discours, Françoise Vergès? Et est-ce qu'il y a des éléments de langage qui vous ont fait tiquer? Donc voilà, parce que vous connaissez très bien ce sujet-là, donc de l'exploitation des femmes, hein, c'est ce dont on va parler. Et voilà, donc qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce qui vous a un petit peu qui a retenu votre attention dans ce discours? Bonjour et merci pour toutes ces questions. D'une part, l'expression réarmement, je veux dire, de parler de réarmement quand on parle de naissance, enfin, je veux dire, c'est comme de prendre le ventre des femmes comme une usine d'armement, comme une usine d'armes. Les enfants ne sont pas des armes, il ne s'agit pas de faire des enfants pour augmenter le nombre d'armes de la nation. Donc déjà, le terme est exprime bien une pensée militariste quand il s'agit même donc de naissance. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la question des naissances est prise de manière totalement abstraite. C'est pas seulement une question de congé parental. Il y a de moins en moins de maternités en France, de moins en moins de crèches. C'est de plus en la vie est de plus en plus chère. Un enfant, c'est quand même une personne qui naît et qui a besoin d'un environnement social, culturel, tout à fait vraiment qui l'accueille, quoi, qui l'accueille réellement. Et donc il y a une question là on fait des enfants, oui, mais on fait des enfants, on fait pas des enfants dans un terrain neutre, dans un terrain social neutre. On est pauvre ou on est bourgeois, on est racisé ou on ne l'est pas. Enfin, je veux dire, il y a des situations extrêmement différentes. Ensuite, c'est la nation qui dicte ce que les femmes devraient faire, mais si les femmes ne veulent plus faire d'enfants, peut-être qu'il faut aussi se poser la question. Il y a aussi évidemment tout un individualisme qui est encouragé par le néolibéralisme, par le capitalisme, qui fait que faites votre carrière, c'est extrêmement important. Puis alors on leur dit, mais faites votre carrière et faites aussi des enfants, alors que c'est incompatible, sauf si on est une grande bourgeoise et qu'on peut avoir des domestiques qui s'occupent des enfants. Donc tout ça est extrêmement abstrait et pas du tout ancré dans la réalité. C'est donc un vocabulaire militariste, pas du tout ancré dans la réalité, qui en fait, qui ne tient pas compte de tas de faits concrets. Et puis aussi sur la question de l'infertilité, des causes, tout à fait aussi la pollution chimique dont on sait, enfin je veux dire toutes les études scientifiques qui ont montré que la baisse de la fécondité du sperme ou la baisse de fécondité chez les femmes sont dues aussi à tout un environnement très pollué et très contaminé. Et puis le futur que ce capitalisme offre à l'humanité, c'est quand même enfin offre. C'est même pas un futur, c'est le présent que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. C'est à la fois une plus grande pauvreté, d'immenses écarts d'inégalité, d'immenses écarts d'inégalité, et une catastrophe climatique qui pèse d'abord sur les pays du Sud et sur les classes pauvres et racisées. Donc derrière cette apparente, voilà, on va faire un congé parental, il y a de nouveau, de toute façon, rien n'est dit sur qui sont les femmes qui seront encouragées à avoir des enfants, qui seront les enfants qui seront bien accueillis et ceux qui seront mal accueillis, et qui est une situation actuelle. Donc tout ça, c'est
c'est de l'idéologie creuse et militariste, à la fois militariste et creuse. Oui, oui, bon, de toute façon, ça correspond bien. Enfin, beaucoup de gens pensent que la France est un État racial, une république coloniale, une république, oui, impérialiste, en tout cas, autant qu'elle le peut, même si son passé, enfin, son impérialisme est surtout derrière elle, dans le passé. Alors oui, alors quand même, parce que vous aurez toujours des gens qui vont vous dire, ouais, bon, la natalité, oui, alors c'est pas sûr que ça vise seulement les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quand on met en place une politique de natalité, est-ce que les hommes et les femmes seront ou seraient également concernés? Ou alors, qu'est-ce que nous dit l'histoire déjà à ce niveau-là, Françoise? Oui, il y a certainement des hommes qui voudraient être vraiment dans une position de père, en fait, de paternité, qu'ils soient les pères biologiques ou pas, d'avoir un rôle parental, mais même aussi pour les hommes, de toute façon, il y a des tas de normes qui les empêchent de remplir complètement ce rôle. Et on sait que ça repose encore massivement sur les femmes en France et dans les pays européens et ailleurs en général. Mais enfin, si on parle de l'Europe, dans les pays européens, où les salaires sont toujours extrêmement inégaux, en France, sont toujours très inégaux entre les femmes et les hommes. Donc tout ça, de nouveau, si vous voulez, ce sont des discours qui ne reposent sur aucune réalité sociale, culturelle, politique. Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose Oui, c'est de la technicité. complètement détaché. C'est vraiment, euh, voilà, oui, c'est de la com, quoi, au sens vraiment banal du terme. Oui, et puis on sent que c'est un peu de la technicité en quelque sorte, hein, c'est-à-dire Et il les gens qui voit. travaillent, la grande Ouais. majorité des gens qui travaillent, ils arrivent épuisés à la maison, que ce soit les femmes et les hommes. Qu'est-ce qu'ils ont le temps? Je veux dire, il y a une inflation terrible en France en ce moment. Il y a beaucoup de Ouais. gens à partir du 15 du mois n'ont plus d'argent, mais qu'est-ce que ça veut dire d'élever, d'avoir des enfants, des femmes qui me disent qu'elles peuvent pas leur acheter de jouets, qu'elles n'ont pas assez d'argent. Je veux dire, tout ça, et ce sont des choses extrêmement concrètes, sans parler du fait que d'un côté, l'État français encouragerait les femmes à avoir des enfants, mais en juin dernier, à Mayotte, le directeur de l'Agence régionale de la santé conseillait aux femmes qui venaient à l'hôpital public, aux femmes mahoraises, qui sont noires et musulmanes, de se faire stériliser. Donc tout ça, je veux dire, derrière les mots, il y a quand même des choses, des réalités qui contredisent complètement, euh, je sais pas, le blablabla, quoi, la chose. Oui, bah oui, oui, non, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur effectivement le fait que ça sera sûrement la bourgeoisie qui sera plus capable d'effectivement, comment dire, mettre en œuvre ce Et elle l'est réarmement. déjà, d'ailleurs, c'est elle Oui, déjà, mais même, bah même oui, la bourgeoisie, même les gens font moins d'enfants. Alors on peut aussi poser la question, pourquoi? Pourquoi il y a moins de désir d'enfants? Et c'est quand même, d'une part, c'est pas que ça, mais d'une part, c'est la conséquence de l'individualisme forcené qui est quand même au cœur du capitalisme de consommation. Moi d'abord, je veux pouvoir réaliser mes désirs. Donc, voilà. un enfant peut être effectivement un obstacle à la réalisation de ses rêves, des rêves évidemment de consommation, des rêves de Oui, donc tout des ça est fantasmes. absolument, c'est pas du tout, ce n'est pas du tout un régime politique et culturel et économique qui favorise la création de communautés avec des enfants qui sont élevés dans l'affection et l'amour. Oui, alors il me semble enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais il me semble que ce plan, que ce grand plan hein, de réarmement biologique, de réarmement démographique que propose Macron, en fait, c'est pour casser en quelque sorte le congé parental et mettre autre chose à la place qui va plus privilégier la bourgeoisie. Et puis aussi les blancs, on pourrait dire, de toute façon, les blancs ont un niveau, comment dire, de revenus supérieur. Ça,
enfin, même si les statistiques, évidemment, ethniques sont interdites en France, hein, on le voit bien, et je crois que ça a été mesuré de façon indirecte. Alors, est-ce que c'est justement pas aussi une manière de casser le congé parental, qui serait peut-être un peu trop égalitaire au goût de la République impériale et des néolibéraux, pour mettre en place quelque chose qui soit un peu plus sélectif quand même au niveau de la natalité? Oui, très certainement, quand on voit que de toute façon, toutes les lois sociales sont cassées, toutes les lois acquises par les luttes sont cassées les unes après les autres, la loi sur la retraite, sur la réforme des retraites, toutes ces lois d'assouplissement du travail, de la flexibilité, la réforme sur le chômage fragilise et vulnérabilise beaucoup plus toute une majorité de la population. Donc là-dedans, si vous voulez, en fait, il y a une lutte de classe très forte et c'est là, il parle pour la bourgeoisie. Il parle pour une bourgeoisie qui a les moyens. Ça ne veut pas dire que la bourgeoisie va nécessairement faire plus d'enfants, hein. Ça, c'est ce qui va les convaincre. Ça, j'en sais rien. Mais de toute façon, oui, c'est pas du tout un discours. S'il voulait vraiment que les Français et Françaises aient envie vraiment d'avoir des enfants, c'est une profonde révolution sociale et culturelle qui aurait lieu. Vraiment une révolution au sens vraiment qu'il y ait de nouveau la vie en société qui compte plus que la vie individualiste. Or, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. C'est exactement le contraire. Les femmes ne sont pas idiotes, elles voient bien que tout est contre elles. Tout est contre elles dans cette société. Et puis, chez les jeunes femmes, enfin, celles que je rencontre un peu ici et là, il y a aussi le fait de faire des enfants dans cette société qui est justement de plus en plus brutale et de plus en plus cruelle et de plus en plus inégalitaire et avec la catastrophe climatique. Pourquoi? Quelle serait la base? Donc, tant qu'il n'y aura pas eu de transformation profonde contre les inégalités, je ne vois pas pourquoi. Je veux dire, tout ça reste totalement abstrait. Oui, oui, c'est déconnecté de la réalité. De toute façon, bon, Macron lui-même, voilà, est issu de la bourgeoisie, donc hein, Mm. c'est un peu normal. Alors un des principaux éclairages que m'a apporté votre ouvrage, donc Le ventre des femmes, ça a été de comprendre comment le capitalisme, et plus particulièrement le capitalisme racial, hein, et puis on va justement entrer un peu plus dans le détail, voit le ventre des femmes comme une technologie en fait. Alors ça peut faire un petit peu froid dans le dos, mais c'est vrai, quand on y pense, c'est exactement ça. C'est un peu comme la machine à vapeur ou, je sais pas, moi, l'ordinateur ou quoi, hein. Donc, c'est juste un moyen pour faire avancer, enfin, pour augmenter les profits, hein, et les revenus et les profits, hein, pour la classe bourgeoise, évidemment. Euh, et, euh, et aussi, donc voilà, donc du coup, pouvez-vous nous expliquer en quoi le ventre des femmes, justement, serait une technologie pour le capitalisme, et notamment le capitalisme racial? Pour le capitalisme racial, donc la question c'est quand même d'avoir des corps à exploiter, hein, l'exploitation pour l'extraction et l'accumulation des richesses, l'accumulation du capital. Et alors à partir de là, il y a toujours des comment dire des aménagements. Est-ce on a besoin de plutôt de ci, plutôt de ça? Si on prend seulement la période contemporaine, prenons la période contemporaine. Hein, dans mon livre, je parle aussi du temps de l'esclavage, tout ça, mais prenons juste le XXe siècle. Alors tout d'un coup, l'État français a besoin d'immigrés, hein, de travailleurs immigrés, donc on fait venir massivement des hommes, surtout des anciennes colonies d'Afrique, hein, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, mais aussi comme pour occuper les catégories C des travaux que ne peuvent occuper que des Français, que des personnes de citoyenneté française, dans la poste, les hôpitaux, les crèches, font venir massivement, là pour la première fois, une organisation massive de migration de femmes de Guadeloupe, de Martinique et de Réunion pour devenir domestiques, nounous, cuisinières, enfin vraiment les plus basses catégories. Donc il y a toujours eu des organisations de main-d'œuvre. Dans le XXe siècle, c'est vraiment dans le sens contraire, hein, c'est faire venir en Europe, dans tous les pays d'Europe, des migrants des anciennes colonies, que pour l'Angleterre, c'est les Caraïbes ou les anciennes colonies anglaises. La Hollande, ça sera les anciennes colonies hollandaises. Enfin, comment ça se passe. Alors qu'avant, c'était de les amener dans d'autres colonies, quoi. Donc là, c'est vraiment. Et à partir de là, c'est combien d'enfants, pas d'enfants.
Alors, et toujours la menace que ces gens-là font trop d'enfants, donc apportent de la misère, et puis c'est à cause, parce qu'ils font trop d'enfants qu'il y a beaucoup de pauvreté, donc de la délinquance. Enfin, il y a tout un discours qui se fait déjà après la Seconde Guerre mondiale et dans laquelle les États-Unis sont à l'avance, qui est s'il y a pauvreté dans le Sud global, c'est à cause des femmes. Elles font trop d'enfants. Et ensuite, c'est aussi une menace parce que ces enfants vont grandir et ne sauront pas quoi faire, vont devenir migrants ou terroristes ou révolutionnaires. Donc il y a toute une idéologie autour de la question des naissances, de contrôle, où les États du Nord s'inquiètent. Et il y aura les grandes campagnes de contrôle des naissances en Asie, sur le continent africain, dans les Amériques, qui visent essentiellement les populations racisées, peuple autochtone ou communauté racisée. Parce que vraiment, c'est qui a le droit de faire des enfants et qui n'a pas le droit. Et c'est qui a le droit de faire des enfants, c'est les blancs et les blanches. Donc on a vraiment toute une... L'État est toujours soucieux, et même les États postcoloniaux, hein, les États aussi, quand les États se forment, il y a toujours une espèce de contrôle sur le ventre des femmes. Donc, interdiction d'avortement, interdiction de contraception, ou oui, ou non, ou ceci ou cela. Enfin, il y a un contrôle d'inspiration coloniale et d'inspiration, et qui est lié aussi avec l'idée de l'armée. Est-ce qu'on a suffisamment de corps pour les envoyer comme soldats? Est-ce qu'on a suffisamment de garçons pour en faire des soldats, pour les envoyer à la mort? Donc oui, il y a l'État l'État a besoin de sujets et le capitalisme a besoin d'une force de travail qu'il fait circuler, qu'il peut faire circuler à travers le monde selon les besoins, avec des migrations, mais tout en abandonnant profondément la vie de ces personnes, la vie de ces communautés. C'est-à-dire la reproduction, elle n'est faite que pour pouvoir extraire du monde pour faire travailler dans des métiers sous-payés, précarisés, vulnérabilisés, mais c'est pas le bien-être. C'est pas, il ne s'agit pas du bien-être des femmes, des hommes et des enfants. Il s'agit de voir combien on a besoin euh, et, et- et d'intervenir directement dans la vie intime des hommes et des femmes. Oui, 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 effectivement. Donc oui, le capitalisme et notamment le capitalisme racial voit bien les corps comme des ressources et bien sûr forcément le ventre des femmes comme une usine en quelque sorte, comme une technologie, hein. Donc Oui, ça. qu'une machine qui va faire Mhm. quand il faut ou pas quand il faut, et Ouais. puis selon où elles en font trop, où elles en font pas assez, euh, selon des critères qui sont des critères vraiment étatiques et qui n'ont rien à voir avec le bien-être des personnes. Je veux dire, Oui. massivement dans le monde, c'est le bien-être des femmes et des enfants, ou aussi des hommes, n'est pas quand même le premier souci de la plupart des gouvernements. Oui, oui, et puis ce que vous mettez en avant dans votre ouvrage, parce que ce qu'on a dit jusque-là, donc effectivement que le ventre des femmes soit vu comme une technologie par le capitalisme, à la limite, bon, le féminisme occidental ou le féminisme blanc le voyait déjà, mais en plus de ça, comment dire, donc c'est pas seulement le capitalisme, c'est le capitalisme racial qui en fait, enfin, il distingue bien les ventres des femmes blanches des ventres des femmes non blanches et les politiques qu'il va mettre en place pour les ventres des femmes blanches ne va pas être la même que celle pour les ventres des femmes non blanches et puis même ça peut être complètement à Oui, l'opposé. très très tôt, il y a une racialisation de la politique du ventre des femmes. Très tôt. Les communautés qui ne doivent pas, que l'État doit contrôler beaucoup plus. En Europe aussi, hein, les Roms, les Juifs, les Juifs, enfin je veux dire, qui a le droit, et puis alors dans les colonies évidemment, ou les communautés racisées aujourd'hui au nord, il y a il y a une très grande surveillance, avec aussi toute une idéologie que non seulement ça fait trop d'enfants, mais que ces familles ne savent pas s'occuper de leurs enfants. On l'a vu encore après le meurtre de Naël.
les accusations qui étaient portées sur les familles qui manquaient d'autorité envers leurs enfants. Donc, et l'État devait intervenir, doit intervenir, la police doit intervenir dans ces familles parce qu'elles ne sont pas à la hauteur, elles ne sont pas capables. Donc, outre la question des enfants, c'est vraiment de s'immiscer vraiment dans la vie intime des femmes. Et puis ensuite, non seulement est-ce qu'elles peuvent avoir des enfants ou pas, mais même après, est-ce qu'elles sont des bonnes mères, est-ce que c'est un bon père? Et les accusations sont surtout envers les communautés racisées. Oui, 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 effectivement. Et en fait, ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que dans les années 60-70, en France métropolitaine, donc là, le centre de l'Empire français, hein, l'avortement était interdit et sévèrement puni par la loi. Hein. Donc là, en fait, les femmes qui étaient essentiellement des femmes blanches en métropole, encore plus qu'aujourd'hui, en fait, oui, elles avaient interdiction formelle de mettre terme de mettre fin à une comment dire, à un enfant, hein, à la procréation, à une naissance. Et au même moment, hein, dans les dom-toms, en fait, c'est exactement la politique inverse qui était menée, hein, même si officiellement le discours c'était d'interdire en France, donc on pourrait penser que c'est la France métropole plus dom-tom, d'interdire l'avortement. Et bien en fait, non, hein, en dehors de la métropole, c'est exactement la politique inverse qui a été menée. Et puis pas que ça, c'est qu'en fait, il y a eu des avortements en masse qui ont été effectués sans consentement, parfois sans consentement des femmes, ou alors elles ont été poussées à accepter cette décision-là sous la pression du corps médical. Et puis même, et puis même aussi, il y a eu plusieurs cas de ligature des trompes, donc là c'est stérilisation de ces femmes sous couvert d'appendicite. Hein, donc on leur disait qu'on avait besoin de les opérer, hein, pour une appendicite ou inventer une autre raison. Mais en fait, ce qu'il leur faisait, ce que le corps médical leur faisait, c'était une stérilisation. Hein. Et vous citez donc des chiffres du Parti communiste réunionnais qui donc avançait la statistique de 8 000 avortements pour 16 000 naissances, donc c'était par année. Hein. Donc voilà, c'est pas rien. Donc c'est-à-dire c'est la moitié des naissances en fait qui ont été terminées de cette façon. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation-là qui régnait dans les dom-toms au même moment où il était interdit aux femmes blanches d'avorter? Oui, ce qui m'a intéressé, c'est cette double politique de l'État que je n'ai pas vue comme une contradiction en soi. Si vous ne laissez pas, tiens, l'État fait deux choses contraires. Non, vraiment un choix délibéré, un choix politique de qui a le droit je veux dire, comment agir sur le ventre des femmes. Donc une politique très nataliste en France, donc avec criminalisation de l'avortement qui était déjà là, donc de le maintenir, et comme vous l'avez rappelé, de très fortes peines, de la prison, des médecins perdant, je veux dire, leur titre de médecin. Donc vraiment, des femmes mises en prison, poursuivies, avec donc organisation clandestine vers la Hollande ou l'Angleterre où les femmes pouvaient avorter. Parallèlement, à l'île de la Réunion, déjà en 67, la contraception est proposée aux femmes avec la loi Neuwirth. Et en France, ça reste très difficile jusqu'à la moitié des années 70, alors qu'à l'île de la Réunion, c'était distribué. Le stérilet, la pilule étaient facilement distribués dans les bureaux du planning familial, par les assistantes sociales et par les médecins. La première chose qu'une femme réunionnaise de classe populaire, racisée, s'entendait dire, c'est mais vous ne devriez pas arrêter d'avoir des enfants, vous en faites trop, ça va être mieux pour vous. Et il y avait une propagande énorme à la radio, sur les routes, d'immenses panneaux. C'est les premiers panneaux publicitaires que j'avais vus, moi, que je voyais, où on voyait assez, où on voyait voilà, pas beaucoup moins d'enfants. Et donc les femmes sont envoyées dans une clinique sous prétexte, on leur dit pas qu'elles vont avorter, parce que de toute façon c'était effectivement toujours un crime hein, dans la loi française, mais qu'elles ont besoin d'avoir une opération. Et elles sont créolophones, beaucoup d'entre elles ne parlent pas français, ne comprennent pas le français. Et on leur a dit qu'elles doivent avoir une anesthésie générale et elles se réveillaient, avorter, certaines enceintes de plusieurs mois, et en plus, pour beaucoup, stérilisées. Avec tout le traumatisme que ça signifiait, aucune explication donnée, tous les médecins étaient des blancs français.
des Blancs venus de France, sauf un Marocain. En plus, il déclarait donc d'autres formes de chirurgie, puisqu'il ne pouvait pas déclarer un avortement, et il se faisait rembourser par la Sécurité sociale, donc massivement, ils se sont enrichis massivement. Donc ces femmes étaient traitées vraiment comme vraiment avec un total mépris et une totale brutalité. Et ça, c'était parce que le gouvernement français, l'État français, avait décidé à la fin de la guerre que ces départements, il n'y aurait pas de développement, que le développement était impossible. C'est toute la réorganisation de la France après la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Indochine? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Algérie? Qu'est-ce qu'on fait avec Madagascar? Qu'est-ce qu'on fait avec les territoires d'outre-mer? Voilà, alors il faut continuer à extraire, puisque la France doit se reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, donc il faut continuer à extraire les richesses ou à exploiter les corps, mais dans ces territoires-là, bon, bah, c'est quand même des anciennes colonies esclavagistes, il n'y a rien à faire, je sais pas, il y a de la canne à sucre, tout ça, donc il n'y aura pas de développement. C'est décidé, c'est écrit dans les rapports, le développement serait impossible. Donc deux solutions, l'organisation de la migration et le contrôle des naissances. Et c'est ça qui va se développer massivement à La Réunion au milieu des années 60, beaucoup plus qu'en Martinique, ou Guadeloupe, en Guyane, où ça sera plutôt la migration qui sera massivement développée. Et là, donc, des avortements massifs dans cette clinique dont le directeur était un soutien de Michel Debré, qui était l'ancien Premier ministre français, et qui était quelqu'un qui était absolument contre l'indépendance de l'Algérie, qui était un colonial très, très vraiment persuadé de la mission civilisatrice coloniale, et à qui De Gaulle a offert la Réunion en consolation de ne pas pouvoir imposer sa politique coloniale en Algérie. Et c'est là qu'il a expérimenté aussi, il a pu expérimenter toute sa politique coloniale. Et il a soutenu le directeur de cette clinique, donc personne n'a été réellement puni. Et les femmes se réveillaient ne sachant pas ce qui leur était arrivé, mais comprenant qu'elles avaient été avortées, mais ne pouvant pas poser de questions, ne, ne pouvant pas protester. Il faut penser, on est dans une situation de domination, même si c'est plus la colonie, de domination coloniale, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, hein, ce sont quand même des territoires sous domination française. Donc, c'est moi ce qui m'a intéressé, c'était justement cette double politique qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas exceptionnelle, qui est constante, qui est la politique coloniale, d'une politique dans la métropole et d'une politique dans la colonie. Et qui doit se maintenir et qui se continue aujourd'hui. Il y a on est, on est à la fois en France et pas en France dans ces territoires. Donc tout ce qui a pu exister dans d'autres colonies, le code de l'indigénat ou de choses comme ça, si vous voulez, chaque fois donc de distinguer la population coloniale de la population française, elle continue à se faire dans ces années-là et elle porte aussi sur le corps des femmes, comme elle avait porté sur le corps des femmes sous la colonisation. Oui, donc là, on était dans les années 60-70, donc en théorie, après la fin des colonisations. Hein, en tout cas, enfin, ce que vous soulignez dans votre ouvrage, c'est que, comment dire, dans les métropoles et notamment les mouvements féministes blancs avaient intégré en quelque sorte l'idée que la colonisation, ça faisait partie du passé à partir du moment où il y avait une fin officielle, on va dire, de la colonisation, et qu'en réalité, ça se poursuivait bel et bien. Et en fait, oui, pour revenir un petit peu, donc vous disiez tout à l'heure que les médecins en métropole qui s'amusaient à avorter des blanches pouvaient aller en prison. Par contre, dans la Réunion, vous citez un médecin qui s'était fait 100 millions de CFA à lui seul pendant une année. Je crois que c'était pendant une année. Hein. Et en fait, donc c'était. Alors j'ai fait la conversion comment dire, en termes actualisés, en euros actualisés. En fait, c'est 2,6 millions d'euros. Et en fait, c'était des sommes détournées, hein, et détournées des fonds publics. Donc, en fait, il détournait des fonds publics, c'est parce qu'il déclarait qu'il faisait d'autres opérations sur ces femmes, Oui, c'est ça? il déclarait d'autres opérations, comme la population était très pauvre, c'était l'assistance médicale gratuite, c'était la sécurité sociale qui prenait en charge les dépenses médicales des médecins ou chirurgiens. Là, c'était quand même des chirurgiens hein, qui déclaraient donc des opérations chirurgicales qui sont toujours un peu plus élevées qu'un rendez-vous médical.
Et si vous voulez, alors que les médecins en France qui pratiquaient les avortements étaient souvent solidaires des femmes, des mouvements de femmes qui souhaitaient avorter, et ils risquaient gros, alors qu'à La Réunion, ils ne risquaient rien. Non seulement ils ne risquaient rien, mais ils se faisaient de l'argent, ils se faisaient énormément d'argent, et ils étaient extrêmement racistes, ils étaient extrêmement racistes, absolument, absolument sûrs de leur bon droit. Vraiment. Et on est quand même dans les années, on est en 70, 71. C'est tard, c'est vraiment tard. On n'est pas du tout dans les années 50, 60, on est en 71, c'est-à-dire on est 4 ans avant la loi Veil qui va autoriser, qui va décriminaliser l'avortement. Donc oui, on est vraiment dans des situations coloniales. Ces médecins se sentaient totalement en pleine légitimité. Ils savaient qu'ils ne seraient pas qui ne finiraient pas en prison. Ils étaient soutenus par la préfecture, ils étaient soutenus par le pouvoir. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment encouragé. C'était encouragé. Puisque le discours officiel, c'était il y a trop d'enfants. Et que, en plus, ces femmes réunionnaises ne comprenaient rien. Donc elles continuaient à faire des enfants, il fallait donc intervenir, et c'était même pour leur bien qu'il y avait intervention. Comme ça, au lieu d'avoir 9 enfants, elle n'en aurait que 2 ou 3, elle pourrait s'épanouir. Donc la mission civilisatrice, l'idéologie de la mission civilisatrice, elle était là aussi, quoi. C'est-à-dire d'intervenir dans la vie intime des personnes pour leur dire c'est comme ça qu'il faut être. Être moderne et être française, ça voulait dire être comme ci, comme ça. Et je suis certaine que des femmes réunionnaises voulaient moins d'enfants. Je veux dire, c'est rare une femme qui veut avoir 10, 12 enfants. Mais la question, elle voulait surtout l'égalité, elle voulait surtout sortir de l'exploitation raciste dans laquelle la majorité d'entre elles étaient maintenues. Oui, oui. Alors, cerise sur le gâteau, si je puis dire, mais ça n'étonnera pas les personnes qui sont familières avec le système ou les systèmes coloniaux, c'est que, oui, alors vous disiez tout à l'heure, les médecins, effectivement, les médecins blancs qui procédaient à ces avortements à La Réunion, en fait, ne risquaient rien. Donc là, suite à ce scandale là, au niveau de la clinique, donc la clinique Sainte-de-Bois, hein, du docteur Moreau, en fait, donc le docteur Moreau lui-même n'a pas été inquiété. Hein, donc il y a eu enfin, il y a eu des procès, mais en fait, c'était le seul médecin non blanc, hein, le médecin marocain que vous citiez tout à l'heure. C'est lui qui a pris une peine de prison ferme, et tous ses collègues blancs qui ont fait la même chose, ils ont pris des peines avec sursis. Donc en gros, ils s'en sortaient Oui, bien. c'était presque, comment dire, formidable pour l'État français de trouver quand même un responsable, de trouver quelqu'un qui pouvait être accusé. Et au moins, il était au moins marocain. Alors là, vraiment, c'était Voilà. quand même Ça, mieux. ça explique tout Parce en qu'on fait. Ah oui. pouvait, lui, il pouvait devenir le bouc émissaire. Et puis, il y avait un infirmier d'origine réunionnaise, lui aussi, qui a pris, vraiment, qui a perdu. Donc, même dans la décision, ensuite, dans la punition, la punition était racialisée. Les hommes blancs s'en sont sortis, et le seul, donc, qui ne l'était pas, a été puni. Oui, voilà, donc les blancs sont blanchis, et puis les non-blancs, ben, ils sont encore Oui, c'est oui, déjà parce le que, bon, cas. évidemment, il avait performé d'énormes. Bah oui. À Jade, il avait performé énormément d'avortements, et il n'avait aucune hésitation. Mais le fait que ce soit lui qui soit puni montrait comment la justice était de classe et de race. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. D'ailleurs, lui, apparemment, il s'est expliqué du fait qu'en fait, il a juste suivi la politique au niveau local, hein, qui était Mais il s'est promulguée jamais de. senti condamné, il n'avait pas C'est- tort de dire ça. Oui, Il ne oui, voyait rien, je veux dire, il voyait bien ses collègues le faire. Il y oui. avait l'anesthésiste, il y avait un anesthésiste général qui est un homme blanc qui n'a pas été condamné. Bah, il était, je dirais, c'était lui qui était en charge d'anesthésier les femmes chaque fois. Donc il voyait bien que ses collègues, que ça se passait comme ça et que les collègues empochaient autant d'argent que lui. Donc pourquoi il se serait pas, il aurait arrêté? Il n'était pas le seul. Mais le Ouais. fait qu'il soit marocain a permis au tribunal français de dire, ben voilà, il y a un responsable. Mm. Oui, oui, donc dans cette fameuse clinique Sainte-de-Bois du docteur Moreau, en fait, la clinique elle s'est faite rembourser par la Sécu 2962 hospitalisations, dont 1018, hein, donc plus d'un tiers en gynécologie.
parmi elles 524 curetages. Hein. Donc voilà, ça donne une idée. Et Oui, puis, dans une clinique qui était d'abord une clinique pour chirurgie du pied ou des choses comme ça, donc voilà, donc strictement rien à voir avec la gynécologie. Mais tout voilà, donc était, oui, il y avait une complicité générale. La préfecture, le pouvoir étatique, les élus de droite, les médecins, et puis même les travailleuses sociales, le planning familial, une complicité générale au niveau donc de ces intermédiaires ou de ces personnes plus haut placées dans l'échelle sociale euh, postcoloniale qui ont participé à ce crime. alors, de toute façon, la notion de sous-population ou de surpopulation, on pourrait presque dire qu'elle est subjective. Hein, et donc, voilà, un État peut décréter que dans telle région, il y a trop de monde et dans telle autre région, il y a trop peu de monde. Et si on n'a pas effectivement un schéma de lecture comme comment dire, le colonialisme ou le Oui, et puis capitalisme, je veux dire les conditions matérielles, tout ça. Je veux dire, souvenez-vous qu'il y a 2, 3 ans, le président de la République française avait encore dit que les femmes africaines faisaient trop d'enfants et que c'était c'est ça. la cause du sous-développement, enfin du retard de développement du continent africain. Donc on voit que cette idéologie n'a pas disparu du tout, n'a pas du tout disparu des mentalités européennes, occidentales. Ouais, ouais. Et aussi, alors un autre aspect important que j'avais trouvé dans votre ouvrage, c'est que vous montriez bien que c'était pas qu'une politique de l'État, mais en fait, il y avait des relais associatifs, et puis bien sûr des relais au niveau, comment dire, même des entreprises ou des cliniques. Hein. Bon, la Oui. clinique, c'était une entreprise en Ben, quelque sorte. l'État a présenté ça comme une modernisation. Donc il y a eu une adhésion à une idée, c'était un féminisme modernisateur. Une femme, pour être une femme libre, les droits, elle doit choisir quand elle veut, et qui ne prenait pas du tout en compte le passé esclavagiste et colonial et le présent toujours de dépendance, de très grande dépendance, comme si voilà, je suis libre quand je veux, si je veux, mais si je veux dire non, une femme noire de classe populaire à La Réunion, c'était pas quand je veux, si je veux, ça n'avait rien à voir, ou même euh, certaines, les femmes racisées, je veux dire, ça n'avait rien à voir. Donc, effectivement, oui, il y avait comment dire, c'est un discours modernisateur qu'on a beaucoup entendu au niveau même international et qu'on entend encore aujourd'hui, notamment beaucoup pour le continent africain, qui est, voilà, être une femme moderne, c'est être comme ci, comme ça, sur un modèle occidental, et qui ne se demande pas finalement, qu'est-ce que les femmes veulent vraiment? Qu'est-ce que les femmes au Maroc, au Cameroun, au Tchad, au Niger, au Soudan, qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent, elles? Ça, je crois qu'ils s'en fichent pas mal, hein, là-haut, dans la classe bourgeoise occidentale. Et oui, alors un extrait que j'ai bien aimé dans votre ouvrage, vous disiez, en résumé, les politiques de contrôle des naissances doivent donc nécessairement être mises en rapport avec l'organisation de la division internationale du travail et le capitalisme racial, auquel il faut ajouter, dans les années 70, les politiques d'ajustement structurel. Hein, donc, je pensais que ça résumait pas mal, effectivement, cette idée-là que le capitalisme international, hein, bon, qui était dominé surtout par enfin, par la bourgeoisie occidentale, effectivement, il voit tout et tout le monde comme étant des Tout à fait. ressources et il essaie constamment d'imaginer comment les exploiter au mieux, comment les rentabiliser au Oui, mieux. oui, 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 puisque de toute façon, si vous voulez, quand même une des choses de l'Occident, ça a été d'entraver toute possibilité d'indépendance réelle des pays du Sud, des États du Sud. Toutes les tentatives ont été entravées et de rendre ces pays de nouveau dépendants des lois du commerce, de lois du commerce qui sont décidées là-haut par l'Occident, par la majorité occidentale, et puis de manière de vivre et, et aussi d'économie. Ben, vous, votre spécialité, ça sera l'extraction de l'or, là-bas, ça sera du cobalt, là-bas, ça Mhm. sera La canne à sucre, oui, la canne etc. à sucre, donc une division internationale vraiment à la fois de l'extraction et puis de l'exploitation et de la dépossession. Oui, oui, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça le système global, le système économique global.
Donc Alors, d'entraver beaucoup, beaucoup les indépendances. Et aujourd'hui, bon, ben voilà. Mais ça a été quand même, quand il y a eu les tentatives d'entraver énormément, de faire en sorte que ce soit pas possible. Et les programmes d'ajustement structurel ont fait partie de ces obstacles. oui, alors vous disiez tout à l'heure que les solutions, on va dire, entre guillemets, que proposait donc ce capitalisme racial au département d'outre-mer et plus particulièrement à La Réunion, c'était donc une politique de natalité enfin, qui allait vers la baisse et aussi la migration. Vers où est-ce que les gens étaient encouragés à migrer? Ben, essentiellement vers la France, hein, tout jusqu'au 19e siècle, les États coloniaux, c'est d'une colonie à l'autre, par exemple. Hein, voilà, on a besoin de tels gens là-bas, donc on prend des gens du continent indien, on les envoie de l'autre côté de la mer, etc. Enfin, je veux dire, toute une circulation de colonie à colonie. Et puis après la guerre, il y a le besoin je veux dire, il y a un renouveau de l'industrialisation, et puis une amélioration de la vie pour les Européens. Donc il y a des tas de travaux que les Européens ne veulent plus faire. Et là, il y a une organisation, donc on le sait, pour ce qui est des usines et de la construction, bah, carrément, on envoie des recruteurs dans les montagnes du Maroc, d'Algérie, dans les villages de Tunisie pour les faire venir massivement et vivre dans des bidonvilles et de construire la France, les voitures, tout cela. Et puis aussi de l'Afrique subsaharienne. Mais donc cette migration massive et qui se fait au niveau vraiment mondial, hein, vraiment pour les États-Unis, c'est bon, c'est aussi le Sud, tout ça. Donc c'est vraiment de nouveau d'extraire les forces vives du Sud pour venir les exploiter au Nord et que ces forces vives reconstruisent ou servent dans les restaurants. Et pour les femmes, dans ces territoires d'outre-mer, c'est vraiment comme tous les services, on peut dire, mais du service de la domesticité jusqu'à s'occuper des personnes âgées. Ou des enfants. Donc une organisation d'une vie plus confortable pour les Européens, pour la classe bourgeoise, sur l'exploitation de corps racisés, que ce soit masculin ou féminin. Et donc une vie, oui, une vie plus confortable. La vie va devenir beaucoup plus confortable si on prend la France, mais même bon, d'autres pays. Dans ces années-là, ce que la France appelle les Trente Glorieuses, c'est en fait une énorme, un enrichissement grâce à l'exploitation continuelle qui ne, bon, il y a les indépendances, tout ça, mais de maintenir, de maintenir l'exploitation, de maintenir des possessions, et puis de faire venir des personnes migrantes qu'on exploite complètement, qu'on exploite, qu'on sous-paye, qui vivent dans des conditions indignes, sans parler du racisme structurel que ces personnes vont rencontrer tous les jours sur leur lieu de travail, sur le lieu là où elles habitent, où ces personnes habitent, enfin tout cela, et qui organise la société française jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qui nettoie les rues, qui fait la plonge dans les restaurants, qui travaille dans le bâtiment, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, une vie plus confortable et ça va vraiment, toute l'Europe va reposer sur ce modèle. Toute l'Europe des années 60, 70, 80 d'enrichissement repose sur ce modèle euh, de faire venir des personnes des anciens empires et de les exploiter. Euh, et, Oui, et voilà, donc oui, la migration organisée avec de nouveau, est-ce qu'il nous faut plus des femmes ici? Est-ce qu'il nous faut plus des hommes là? C'est selon. Il nous en faut tant. Il y aura massivement dans les usines en France de voitures, dans les mines. Dans les mines, il y aura énormément de travailleurs immigrés recrutés. Ça, c'est pour les hommes. Et puis pour les femmes, ben je l'ai dit, hein, dans tout ce qui est la santé, le soin, mais vraiment dans les postes les plus mal payés. Le soin et domesticité, être domestique. oui, oui, tout à Ou fait. s'occuper des enfants, quoi, être nourrice. Oui, voilà, voilà. Donc, purement, des aspects purement utilitaires pour le capitalisme Oui, et qu'on voit encore jusqu'à aujourd'hui, hein, ça n'a pas oui, changé. oui, exactement. Oui, oui. Bon, et puis oui, alors
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, donc, alors bien sûr, donc ce système hein, capitaliste racial a imposé donc une politique différenciée entre la métropole, donc voilà, pour les blancs et les femmes blanches en l'occurrence, d'un côté, et puis de l'autre côté, vis-à-vis des DOM, hein, des anciennes colonies entre guillemets, même si c'était toujours et c'est peut-être toujours des colonies. Est-ce que ça n'a pas créé une réponse, oui, donc une réaction de la part des femmes non blanches dans ces départements d'outre-mer, qui les a incitées un peu justement à aller à l'encontre de la politique officielle, voyant que elle se faisait effectivement stériliser à tour de bras. Est-ce que ça a donné lieu Oui, tout à à une fait. réaction? Il y avait des mouvements anticoloniaux très importants dans les territoires, dans ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Martinique, bon, tous ces territoires, des mouvements anticolonialistes très engagés, solidaires des luttes anticoloniales ailleurs, solidaires de la lutte en Algérie, de la lutte au Cameroun, à Madagascar ou ailleurs, très anti-impérialistes, et des mouvements de femmes qui sont liés à cela et qui critiquent justement, mais à partir de leur position située, les politiques de l'État et refusent un féminisme blanc bourgeois qui ne répond absolument pas à leur situation. Mais pas du tout. Vous voyez, je veux dire, c'est un féministe qui va pas se demander qu'est-ce que ça veut dire d'être une ouvrière agricole à l'île de la Réunion ou une lavandière ou une domestique à l'île de la Réunion et qui va plutôt emprunter, je veux dire, qui va imposer des normes féministes blanches bourgeoises sur des populations sans tenir compte du passé colonial esclavagiste et du présent, parce qu'il n'y a pas que le passé, c'est le présent aussi, c'est-à-dire la continuation d'une dépendance, d'une organisation, d'une dépendance économique et forte qui fait qu'il n'y a pas de développement. Donc oui, il y a des mouvements dans tous ces territoires, il y a des mouvements féministes, mais qui sont donc anticoloniaux, qui disent nous voulons les droits des femmes, mais nous savons que les droits des femmes, chez nous, vont de pair avec les droits à l'autonomie ou à l'indépendance, c'était selon, mais en tout cas à la fin du système colonial total, à la fin de toute colonialité. Donc c'était un féminisme qui allait avec un anticolonialisme et un antiracisme fortement, très tôt. Donc c'est par exemple à La Réunion, c'est un mouvement qui se battait pour évidemment les droits des femmes, mais qui faisait attention à ne pas nécessairement suivre tous les mots d'ordre du féminisme français, parce que par exemple sur la question de l'avortement, elle disait, mais nous sommes pour que les femmes évidemment décident du nombre d'enfants, mais nous voulons tenir compte de cette situation particulière qu'à l'île de La Réunion, il y a eu des avortements, des milliers d'avortements forcés et des milliers de stérilisations forcées et que les femmes sont très maltraitées dans le monde, par le monde médical et qu'il faut tenir compte de cela aussi et évidemment elles sont aussi malmenées en France, mais là-bas en plus s'ajoute le racisme structurel et dans lequel ces femmes sont et le fait que la plupart des médecins étaient des Français ou des Françaises qui n'avaient strictement aucune idée de ce que c'était que la santé à La Réunion, qui regardaient je veux dire, parce que quand même les Français ont été, la majorité des Français sont élevés avec une mentalité coloniale, c'est-à-dire, comme vous le disiez, le sentiment que l'indépendance a eu lieu, donc de toute façon, nous ne sommes plus responsables, nous, voilà, on leur a donné l'indépendance, donc on ne voit pas de quoi ils parlent, de quoi ces gens-là parlent. Et donc, une tendance mais de vous parler de quoi? Mais c'est fini, les gens maintenant, ils sont français, ils ont les mêmes droits, alors que même la loi de départementalisation de 1945, c'était pour l'égalité des droits, des lois sociales. Et par exemple, le salaire minimum, l'égalité du salaire minimum ne sera acquise qu'à la fin des années 90. Donc, entre 45 et 90. C'est-à-dire que même ça, C'était le salaire minimum n'est pas égal à celui de la France pendant des années. Donc, structurellement, il y a des inégalités parce que l'État français ne veut pas de l'égalité, n'en veut pas, n'en veut pas. Et pas seulement à cause du passé, mais à cause du présent. Il faut maintenir ces gens dans la dépendance. Il ne faut pas que ça se développe. Donc, il y aura aussi beaucoup de répression à La Réunion, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe, beaucoup de répression des mouvements anticoloniaux
arrestation, censure des journaux, emprisonnement, enfin vraiment, à La Réunion même, par exemple, la dénonciation de la guerre coloniale en Algérie était censurée parce que voilà, l'État français avait peur que voilà, ça puisse donner des idées. Donc vraiment, on sous-estime à quel point l'État français a réprimé et censuré. C'est-à-dire, on tendance à penser, bon, ça prend fin avec la guerre d'Algérie, là c'est vraiment le moment où l'État français vraiment déclenche une guerre très brutale. Mais en fait, évidemment, c'est pas de guerre qu'il s'agit, encore que en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une présence, une occupation armée de l'île. Mais il y a eu beaucoup de répression et beaucoup de censure, oui, dans ces territoires qui sont toujours français, qui font partie toujours de la République. Donc oui, il y a eu des féminismes, pour conclure, qui se sont opposés et qui étaient profondément anticoloniaux et qui donc ont été réprimés par l'État, qui favorisait, lui, un féminisme civilisationnel, un féminisme de mission civilisatrice. Oui, et il faisait la promotion d'un féminisme, comment dire, inoffensif pour l'entreprise capitaliste impérialiste, hein. Oui, enfin inoffensif et en même temps très Oui, culturellement soutenant le pouvoir de c'est l'État. ça. Oui, support de cette Complice, oui. entreprise, complice. Oui, ouais, tout à fait. Oui, oui, alors oui, vous avez dit beaucoup de choses. Effectivement, alors vous en parlez superbement dans votre ouvrage, le fait que le sous-développement est méticuleusement programmé et planifié, hein, à La Réunion ou dans les autres départements d'outre-mer. Hein, c'est pas un accident, bien au contraire. Et puis aussi, oui, alors le fait que les habitants des départements d'outre-mer, enfin moi je suis algérien et je sais qu'il y avait beaucoup de soutien à l'époque pour l'indépendance de l'Algérie, hein, donc l'indépendance de l'Algérie qui a été arrachée par les Algériens eux-mêmes, mais aussi grâce au soutien extérieur, hein. Et là, on doit beaucoup, je le rappelle à mes sœurs et frères algériennes et algériens, hein, on doit beaucoup à nos sœurs et frères des départements d'outre-mer. J'espère qu'on ne les appellera pas longtemps comme ça parce que c'est horrible comme appellation quand même. C'est toujours des colonies. Et notamment Aimé Césaire, hein, qui avait soutenu le FLN plus qu'avec les paroles, hein, en faisant des dons et Ah des oui, dons oui, qui s'est il y a eu mesuré de grands soutiens. Euh, Mon père, qui était aussi un grand leader anticolonial, avait dénoncé la torture en Algérie. Dans le journal qu'il dirigeait, il y avait constamment. Non, non, l'Algérie a énormément compté, comme aussi l'Indochine l'avait, mais l'Algérie a énormément, puisque quand même, là, on était déjà quand même dans les années 60, tout ça, il y avait tout un réveil. Et ce sentiment de communauté, oui, de sororité, de fraternité, était très, très important, et a été très réprimé. Donc il y a eu, je le redis, hein, c'est vrai que bon, ce que l'armée française a fait en Algérie a été quand même décrite, c'est une guerre d'une brutalité et d'une cruauté totale, mais ce que l'État français est un État répressif colonial. Donc en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles du Pacifique ou à Mayotte, ça a toujours été le bâton. D'abord le bâton, le bâton. Euh, Vraiment, des grèves écrasées, et les journaux censurés, et les personnes poursuivies en prison, enfin, vraiment, oui, oui. C'est pas du tout, c'est un État profondé, qui ne veut pas de l'indépendance qui n'a pas voulu, de toute façon. Il a fait la guerre, c'est un État qui a fait la guerre, comme vous le savez, Madagascar, Cameroun, Algérie, Indochine et tout cela, et qui, au moment où il faisait la guerre, notamment en Algérie, réprimé fortement dans ces territoires dits d'outre-mer. Et pour revenir un peu à, comment dire, à la réaction donc des femmes non blanches qui subissaient. Alors, en fait, moi, quand je regarde ce chiffre-là de 8 000 avortements pour 16 000 naissances, bon, je me dis, alors malheureusement, on est en train de le vivre actuellement, enfin,
nos sœurs et frères palestiniennes et palestiniens le vivent, je me dis, c'est un génocide, ça. Est-ce qu'on ne peut pas parler de génocide quand même à ce niveau-là, hein? On n'est pas à des avortements marginaux au niveau des chiffres. On le voit, enfin, par exemple, puisque vous citez Israël, on sait qu'Israël a aussi a mené une politique de stérilisation forcenée des femmes Fasheda, hein, c'est-à-dire qui a le droit de donner naissance en Israël et qui n'a pas le droit de donner naissance, sans parler évidemment du traitement des Palestiniennes. Et on voit le meurtre massif d'enfants à Gaza en ce moment. Donc évidemment, qui a le droit de vivre? Vous voyez, vraiment, c'est profondément, c'est ça aussi, c'est qui a le droit de vivre. Donc et il y a des personnes qui n'ont pas le droit de vivre pour l'État. Alors l'État français, c'était évidemment ces enfants, parce qu'au même moment aussi où il y a ces avortements, il y a ce qu'on appelait les enfants de la Creuse, c'est-à-dire plus de 2500 enfants arrachés à leur famille à La Réunion. Certains étaient des bébés pour être envoyés en France, pour dans des familles ou repeupler des régions sous-peuplées, des régions rurales, mais des enfants qui ont vécu des enfances mais terribles de solitude, de ne pas comprendre Arraché, pourquoi ils oui. étaient arrachés à leur famille. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas réparé. L'État n'a pas réparé. L'État ne répare pas. Donc c'est une vraie question, c'est une question très politique, la question des naissances. C'est pas du tout une question simplement du droit des femmes, si vous voulez, comme le présente un certain féminisme. C'est pas seulement mon corps, moi-même, j'ai le droit, bien sûr, ça c'est important. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une question politique raciale les États mettent en place. Euh, et qu'on voit de façon au niveau global, hein, puisque, par exemple, il y a des fondations privées qui interviennent sur le continent africain, dans les pays subsahariens, pour décider de à qui il faut donner de la contraception. Donc, on voit, si vous voulez, que oui, oui, la question de la naissance, enfin, la question du ventre des femmes est une question politique, pas seulement une question, comment dire, de droit individuel, comme le Voilà. présente un certain féminisme bourgeois blanc, mon corps moi-même, je fais ce que je veux, tout ça. Oui, mais moi je peux dire ça si vous voulez, mais je ne fais pas ce que je veux. Je suis dans une société où je peux pas dire que je fais ce que je veux. Évidemment, Oui. je veux prendre mon choix, si je veux des enfants ou pas d'enfants, ça c'est un choix que j'ai. Mais c'est un choix qui n'est pas non plus totalement, qui est pris quand même dans la société. C'est-à-dire, je sais que je peux faire un enfant parce que je sais qu'autour de moi, je vais être soutenue, que la personne avec qui je vais avoir cet enfant, que soit cette personne, va être là, va soutenir. Je ne vais pas me retrouver toute seule avec cet enfant, qui va avoir des crèches, qui va avoir des bonnes écoles. Enfin, tout cela, vous voyez, donc c'est pas une question simplement individualiste, c'est une question vraiment sociale, quoi, au sens très concret du terme. Vous voyez, je sais pas, les crèches ferment, mais les femmes, il y a pas, il faut courir pour aller chercher les enfants. Enfin, tout cela fait que, et je dis les femmes parce que c'est souvent elles qui le font. Et, euh, et ça, c'est dans tous les pays, malheureusement. Tous les pays n'ont pas du tout la grande transformation. Ce sera de prendre en compte cette euh, plus profondément que simplement de dire, ben voilà, la liberté des femmes, c'est de faire ça. Non. Euh, est-ce que, est-ce qu'autour, il y a toutes les infrastructures et toutes les institutions qui rendent cela possible? Oui, effectivement. Alors, pour revenir rapidement à la Palestine, il y a quelques semaines, j'étais tombé sur comment dire, sur ce que disait Nourit Peled. Donc, c'est la sœur de Miko Peled, qui est peut-être un peu plus médiatisée qu'elle, que certaines personnes qui suivent un peu la Palestine de près doivent connaître. Donc, elle disait, alors elle aussi, elle est activiste pro-palestinienne, en tout cas anti-colonisation et donc forcément anti-Israël, alors que elle et son frère sont des citoyens israéliens. D'ailleurs, en fait, ils sont issus de familles ultra-sionistes parce que leur grand-oncle était un des présidents d'Israël, donc de l'entité sioniste, et puis leur grand-père était un des pères fondateurs, entre guillemets, de l'entité sioniste.
Et puis leur père était un général, un des principaux généraux qui avait gagné la guerre de 67. Hein. Mais voilà, ça ne les a pas empêchés de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc ce qu'elle disait, je crois que c'était pendant une conférence, elle disait, elles, donc en parlant des femmes israéliennes, hein, donc elle disait, elles ne sont rien d'autre que des golems qui se sont retournés contre leur créateur et sont plus terribles et cruels qu'eux, qui consacrent leurs entrailles, donc ces femmes, à l'état d'apartheid et à l'armée d'occupation, qui éduquent leurs enfants dans un racisme absolu et sont prêtes à en sacrifier les fruits de leur ventre sur l'autel de la mégalomanie, de l'avidité et de la soif de sang de leurs dirigeants. Ces mères se retrouvent aussi parmi les enseignantes et les éducatrices de notre époque. Donc elle disait ça en 2007, je crois que ça va pas mal résonner, ça résonne Oui, pas oui, mal il y a aujourd'hui. je veux dire, le fait qu'il y ait des femmes qui soient complices de ces politiques, oui, bien sûr, il y a toujours eu des femmes. Je veux dire, c'est parce qu'on est femme qu'on est naturellement pour la libération hein, et pour les émancipations. Donc, il y a des femmes qui soient complices, bien sûr. Je veux dire, dans le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, dans le régime d'apartheid d'Israël, dans l'extrême droite aux États-Unis, dans l'extrême droite en Europe, on voit des femmes. On voit des femmes totalement racistes, totalement, oui, qui sont pour le meurtre et le crime, oui. Oui, alors peut-être qu'elles sont oui, alors enfin oui, alors en fait elles ont accepté d'être réduites à des technologies justement, n'est-ce pas, à des technologies de guerre. En fait, c'est peut-être un peu ça surtout Ben, Françoise. en tout cas, elles sont d'accord avec cette idéologie. Je veux dire, si vous voulez, moi, je rappelle souvent que vous avez pu avoir des féministes anti-esclavagistes en Europe, mais anti-esclavagiste ne veut pas nécessairement dire antiraciste. C'est pas spontanément antiraciste. Donc, on peut être contre l'esclavage, on pouvait être contre l'esclavage sans pour autant vouloir l'égalité avec les femmes noires. Vous voyez? Donc, Non. comme on pouvait être anticolonialiste sans vouloir la totale égalité avec les pays anciennement colonisés. Mais il y avait un côté, non, il faut arrêter, c'est pas bien, c'est pas moral, mais ça va pas, ça n'allait pas au-delà de ça. Donc là, vous pouvez avoir des femmes qui sont, oui, pour la nation, pour la force, pour l'armée, pour l'occupation coloniale. Je veux dire, les femmes ne sont pas protégées du racisme par nature, si vous voulez. Elles peuvent totalement l'être. Elles adhèrent à des partis fascistes, à des partis d'extrême droite. Euh, je veux dire, il y a des femmes qui ont appartenu, qui soutenaient le Ku Klux Klan aux États-Unis. Il y a des femmes qui étaient Algérie française. Et puis des femmes aujourd'hui qui sont, je veux dire, c'est quand même des femmes de partis fascistes sont au pouvoir en Europe, Oui, sont oui, leaders de partis d'extrême droite. oui, d'ailleurs, ces idéologies-là mortifères utilisent justement l'image de la femme qui est bon, c'est vrai, moins, comment dire, moins, les femmes sont moins enclines à la violence, etc., que les hommes, ça c'est une réalité. Et donc, ils utilisent cette image-là pour vendre des Oui, idées parce qu'en fascistes. même temps, elles sont moins enclines. Et si vous voulez, c'est un peu comme bon, ce que Fanon avait analysé, mais on peut d'autres aussi avant, même Césaire. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir des colonisés qui vont soutenir la structure coloniale ou des Noirs qui vont soutenir la structure raciste. euh, Parce que il y a une offre, si vous voulez, on va leur dire, mais non, mais si tu viens avec nous, tu auras ci et ça. Et le secrétaire d'État aujourd'hui américain, c'est un noir. Enfin, non, pas le secrétaire d'État, le ministre des Armées, le ministre des Armées des États-Unis, Mhm. qui soutient totalement la politique d'Israël. Il n'y a pas de Oui, problème pour lui. oui, d'ailleurs, La politique l'ambassadeur, actuelle de génocide d'Israël. oui, Donc, vous allez, la force, si vous voulez, la force de cette idéologie, de cette idéologie de capitalisme racial, c'est d'être capable de faire en sorte que certains des communautés opprimées vont adhérer ah à oui. cette idéologie, alors que au premier abord, on se dit, mais c'est contre elles ou Mhm. contre eux. Mais en fait, vous aurez toujours, oui, des complices. Oui, oui, d'ailleurs, je crois que
je crois que c'est l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, c'est un homme noir, je crois, hein, il me semble bien. Mais ils savent utiliser ça, et puis même au Royaume-Uni, ils utilisent ça depuis Au quelques années, Royaume-Uni, pratiquement, je veux dire, le Premier systématiquement. ministre, et puis on a eu la ministre de l'Intérieur, là, qui était Ouais, totalement raciste. Je ouais, pense, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut qu'on abandonne, mais vraiment, l'idée que parce que quelqu'un qui serait racisé, noir, arabe, musulman, une femme, tout ça, parce que cette personne est nommée à un poste de responsabilité, va être plus ouverte à des questions de libération, d'émancipation. Non, pas du tout, pas du tout. Après, on est ouais, chaque fois déçu. Moi, je dis, mais il faut laisser tomber ça. Ça n'a, oui, ça ne, bah je veux oui, dire, même on voit bien, si vous voulez, si on regarde même des États postcoloniaux, on voit des dirigeants qui sont, qui sont plus des coloniaux et qui sont absolument pas du tout des démocrates, ou pas du tout chercher le bien-être de leur peuple, hein. Donc, si vous voulez, l'analyse doit se faire de manière structurelle et non pas en relation avec l'identité de telle ou telle personne. Quelle est la politique que cette personne mène? C'est ça la question. oui, 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 tout à fait. Oui, donc bon, en tout cas, oui, il faut que les gens se méfient que c'est pas parce qu'ils voient un politicien ou une politicienne de couleur ou le fait quoi que ce soit une femme, ça veut pas dire qu'ils vont pas être racistes ou qu'ils vont pas être pour la Ils vont pas patriarche servir le misogyne. pouvoir. Ouais. Voilà, il y a toujours eu des traîtres et il y en aura toujours. Voilà, c'est comme ça fait partie de la nature humaine. Bon, alors pour revenir un peu, Françoise, donc là on a parlé des années 60, 70. Bien sûr, la question qui s'impose, c'est quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que ça a changé dans les départements d'outre-mer? Alors moi, je connais un peu la situation à Mayotte parce que j'ai interviewé une personne sur la situation de Mayotte, hein, donc il y a un épisode là-dessus. Et en fait, la situation est désastreuse, et vraiment Désastreuse. catastrophique, voilà, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Et en plus, apparemment, beaucoup de Mahorais ont vraiment assimilé, donc ça, c'est peut-être ça le pire, Hum, ont vraiment assimilé le hum. système capitaliste impérialiste. Voilà, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation à La Réunion? Est-ce que ça a beaucoup changé depuis les années 60-70? Et puis éventuellement dans les autres départements d'outre-mer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je pense que ce qu'on peut dire, si vous voulez, les choses changent parce que, je veux dire, le monde avance et puis il y a des choses qui ont changé, mais question dépendance et question abandon, au contraire, ça s'accentue, si vous voulez. Parce qu'on peut dire que d'une certaine manière, à la fois l'État français veut conserver ses territoires parce que ça lui donne une présence dans tous les océans du monde. Ça fait de l'État français la seconde puissance maritime au monde. Ça lui donne donc des avantages militaires, des avantages économiques, des avantages de recherche scientifique qu'il ne faut pas négliger, hein. Je veux dire, l'État français peut étudier la vulcanologie à La Réunion, la forêt amazonienne en Guyane, enfin les lagons à Mayotte, enfin, etc. Il y a eu du gaz et du pétrole qui ont été trouvés au large de Mayotte. Bon, bah, évidemment, les corporations françaises se sont précipitées. Les grandes corporations de travaux publics ont pratiquement tous les contrats, hein. Donc, il y a des intérêts économiques quand même, donc tout cela. Donc, la situation sur le... Il y a eu beaucoup plus, il y a eu de l'assimilation, hein, parce que l'État français s'est dit pour combattre les velléités anticoloniales, on va faire beaucoup plus d'assimilation. Voilà. Donc il y a eu une politique d'assimilation extrêmement avancée. Il y a aussi, pour ce que certains parlent de recolonisation, c'est-à-dire de plus en plus de Français qui vont vivre là-bas, qui achètent des maisons, qui achètent des terrains, parce que c'est la France, hein. On est en France et on est quand même au soleil, donc c'est quand même un peu mieux. Et toute une population totalement abandonnée. Et puis il y a la question du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, c'est-à-dire ce pesticide largement utilisé par les planteurs, les grands planteurs de bananes, et qui a pollué et contaminé le sol, les rivières pour des générations. C'est le plus fort taux de cancer de la prostate au monde. Il y a d'énormes problèmes aussi de santé, d'environnement partout, hein, dans tous
à La Réunion et ailleurs, dans tous les territoires d'outre-mer, la santé est bien plus mauvaise qu'en France. On y vit moins longtemps. Il y a pratiquement aucun avenir pour la jeunesse. Je veux dire, euh, le- la formule, c'est l'avenir est ailleurs. Si tu veux t'en sortir, tu t'en vas. Tu t'en vas. Il y a rien ici, quoi. Il y a rien ici. Donc, là, non, ça n'a pas, je dirais plutôt que compte tenu des grands changements qui sont passés. Alors, si on prend la Réunion est quand même dans l'océan Indien, c'est-à-dire dans un océan extrêmement important pour les grandes nouvelles forces géopolitiques, avec l'Inde qui se positionne, la Chine qui se positionne, les Américains, les Nord-Américains sont déjà là, les Français, les Russes, enfin tout ça. C'est quand même l'endroit où passe le pétrole, hein. Tout le pétrole du Golfe passe par là, hein, par le canal du Mozambique ou par le canal de Suez. C'est l'océan où il y a la plus forte, le plus grand nombre de musulmans au monde vivent là, pas seulement donc bien sûr les pays du Golfe, mais l'Indonésie, l'Inde. Donc il y a des enjeux géopolitiques extrêmement forts, des enjeux climatiques extrêmement forts, et La Réunion ou Mayotte sont là-dedans comme des petits radeaux rattachés à la France, qui est à 9000 kilomètres de là, et qui ont peu de relations avec les pays autour. Et il y a pas je veux dire, il n'y a aucun jeune réunionnais qui se dit, tiens, je sais pas, moi, Madagascar ou le Mozambique. D'abord, je ne saurais pas, quoi. Puis ces gens-là se disent, mais ça, c'est des Français, on n'en veut pas. Enfin, donc, de toute façon, non, il y a très peu, il y a un futur extrêmement sombre, parce que il y a de transformations régionales et globales, au niveau global, extrêmement profondes dans lesquelles la Réunion aurait pu s'inscrire, mais ça a été entravé par la France, donc la Réunion n'est que dépendante de la France, et la France, elle, ne veut de la Réunion que pour être présence là, mais pas l'avenir vraiment. Qu'est-ce que c'est que la Réunion dans 15 ans? Personne n'y répond. Dans 15 ans, avec tous les changements qui sont en train de se faire, mais ça va être comme ci, comme ça, et puis s'il y a un gros cyclone, ben la France viendra et donnera quelques millions. Enfin, ça n'a aucun sens, mais ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun programme, projet qui s'inscrit dans le présent et dans l'avenir. Pareil pour Guadeloupe, Martinique, Guyane. En Guyane, les gens sont dépossédés, sont totalement dépossédés. Il y a la grande base de Kourou, ça ne profite pas du tout aux Guyanais. Tout ça, non, non, c'est le malheur d'être resté dans une relation coloniale au sens de, oui, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance. Il y a pas d'indépendance de décision, oui, de décider pour soi, de décider pour soi-même. Tout doit passer par l'État français. Par exemple, je sais pas, moi, disons la Réunion se décide, bon, ben nous, ce qu'on voudrait, c'est acheter de la viande au Mozambique. Je vous dis n'importe quoi, hein. Mais c'est pas possible. Ça doit passer par l'État doit donner son. Et en plus, on est européen, donc on dépend aussi des normes européennes. Je me souviens juste pour une anecdote, je m'étais occupée à un moment donné, bon, enfin bref, très rapidement d'un projet, et on avait pensé au bambou, parce que le bambou, c'est une matière très bien pour les pays tropicaux, comme, bon, pour la construction, hein. Et on avait trouvé à Bali plutôt une coopérative collective en plus, bon, ça c'était plutôt mieux qu'une grosse coopération. Eh bien, on ne pouvait pas parce que c'était pas les normes européennes. Donc, ce qu'il fallait, c'était plutôt acheter du bambou fabriqué en Europe, mais le bambou fabriqué en Europe, il ne, il ne, il ne se développe pas de la même manière qu'un bambou qui se développe dans un climat tropical, évidemment. Donc, arrivé à La Réunion, ce bambou n'aurait peut-être pas été, ne serait pas peut-être pas adapté aux conditions climatiques. Eh ben, cette absurdité, c'était comme ça. C'était comme ça. Et puis, oui, beaucoup d'aliénation, beaucoup de transformation, c'est-à-dire, oui, d'assimilation, quoi. Je sais pas, il y a 4 avions par jour pour la France. La France, c'est vraiment, voilà, il faut y aller. Euh, pour vraiment, si vous voulez vraiment faire des études et que vous avez les moyens, dès qu'une famille a les moyens, elle envoie ses enfants en France. Même, pourtant, il y a une université à La Réunion. Donc, oui, il y a pas, c'est pas, non, non, c'est même, je dirais que c'est pire, d'une certaine manière.
Au niveau, euh, comment dire, de la consommation, il y a ce qu'il faut. Et il y a plein de voitures et Ouais, il y a plein d'autoroutes et de parkings et de centres commerciaux, comme en France. Mais au niveau de la vie, c'est-à-dire, c'est quoi ma vie aujourd'hui, c'est quoi ma vie demain, il y a peu de choses, il y a peu de possibilités. Il y a trop de dépendance. oui, 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 ça me rappelle ce dont on parlait, ce dont je parlais avec Ouria Boutelja que j'avais eu, comme vous le savez, il y a quelques semaines. En fait, elle disait que dans la modernité, les gens sont réduits à des consommateurs et puis éventuellement des soldats quand ça barde. Et donc, oui, donc c'est vraiment extrêmement triste. Alors, sachant que si jamais ça barde, hein, si jamais la France entre dans un grand conflit avec une autre puissance, évidemment, on sait tous, hein, si on connaît un petit peu l'histoire, on sait tous que les non-blancs, ben, ça va être ceux qui vont être dans les premières lignes, Oui, hein, dans oui, les et puis premières rangs. cet abandon fait, si vous voulez, c'est vrai, il y a aussi toute une économie qui se développe, des économies parallèles. Et ben, je veux dire, vous avez ça, vous n'avez rien, hein. Donc des économies de trafic, des économies, parce que sinon c'est rien. Il y a une, si vous voulez, le capitalisme racial est très destructeur, destructeur des vies sociales, destructeur des vies culturelles, destructeur de l'environnement, profondément destructeur. Oui, oui, et puis de toute façon, tout ce que vous dites là, François, ça me rappelle aussi l'Algérie d'aujourd'hui, hein. Donc en fait, Hum, c'est la colonialité en réalité, hein, qui demeure, et même si Voilà. on est en théorie décolonisé, en réalité, non. En réalité, Non, même si non, parce que l'Algérie oui, est, oui. voilà, est Il y a eu des indépendante. entraves totales à toute possibilité de. Bon, déjà, bon, on peut voir qui sont les personnes qui arrivent à l'indépendance. Beaucoup de trahison des promesses et des principes, mais en plus d'énormes entraves à toute possibilité de développement, d'organisation aussi régionale. Vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de tentatives d'organisation régionale dans le sud, je veux dire, entre, voilà, entre pays voisins ou entrave, entrave, chaque fois entrave, et puis les lois du commerce, ont toujours fait entrave parce qu'il fallait que se maintienne la domination du Nord. Oui, oui, oui. Alors justement, en parlant du Nord, alors j'avais en préparation de cette interview, je me suis dit, tiens, je vais regarder comment les Blancs en France parlent justement de ce grand projet, hein, de M. Macron, hein, de réarmement démographique. Est-ce qu'il y en a certains qui vont tiquer sur cette histoire-là, enfin, des aspects bah, de capitalisme racial, de colonialité, etc. Alors, j'avais vu une discussion sur Mediapart où il y avait quatre femmes blanches déjà, donc ça partait mal. Et effectivement, elles n'ont pas du tout parlé de ça, hein, donc c'était purement du féminisme blanc, hein, donc strictement limité aux intérêts des femmes blanches en métropole. Et par contre, j'ai vu aussi, comment dire, l'analyse au niveau du média, hein, le média, donc enfin, le segment avec Thomas Porcher, donc l'économiste, interviewé par Lisa Lab. Et eux, effectivement, ils ont parlé quand même de ces aspects de colonialité. Et voilà, donc ma question, c'est voilà, est-ce qu'au niveau de la métropole, est-ce il y a une conscience au niveau des milieux militants, au niveau des milieux universitaires, est-ce qu'il y a plus de conscience que dans les années 60-70 de ces aspects-là de ces aspects-là bah, du féminisme voilà, qui n'est pas au service du capitalisme et du capitalisme racial, donc un féminisme décolonial, comme vous l'appelez. Hein. Est-ce que le féminisme décolonial a fait ses entrées dans les milieux militants et universitaires ben, blancs, typiquement, ou est-ce qu'on est à peu près au même niveau que dans les années 60-70, où le problème à l'époque, hein, vous le disiez bien, même si en fait la presse relayait ce qui se passait à La Réunion, tous ces scandales-là, toutes ces stérilisations, ces avortements qui Mm. étaient forcés sur ces femmes, ben, en fait, ça n'a pas donné Mm. lieu à un mouvement spécifiquement en France Mm. de comment dire, ben, les gens auraient dû, Mm. les femmes en premier, mais bon, pas que, évidemment, hein, nous Mm. les hommes, on a toujours un joli rôle, mais nous aussi, on devrait être outrés par ça. Donc, est-ce que la situation a évolué depuis les années 60-70 ou pas tellement? Je dirais que oui, quand même, je dirais, parce que quand je rencontre
beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes, hein. Parce que mon public en France, c'est vraiment des jeunes, hein, donc vingtenaires, quoi. Beaucoup, énormément, énormément. Euh, il y a une plus grande conscience de le féminisme, qu'il y a un féminisme blanc et bourgeois et qu'il y a d'autres féminismes. Oui, cette conscience s'est quand même éveillée. Au niveau universitaire, ce matin, je recevais des jeunes étudiantes en droit et qui me disaient qu'il n'y a strictement rien dans leurs études sur un féminisme dit ce qu'on appelle intersectionnel, mais rien du tout. Et quand elles ont voulu parler de violences policières, la faculté a fait venir un policier. Euh, Voilà. donc, je pense que si vous voulez, l'écart entre une classe qui est au pouvoir, que ce soit dans l'université ou en politique, est complètement déconnecté d'une jeunesse beaucoup plus attentive, beaucoup plus, euh, oui, oui, qui est quand même, en tout cas, sur la question du féminisme, sur la question du racisme, beaucoup plus conscient qu'il y a un racisme structurel. Oui, oui, je dirais oui. Euh, ce livre, Le ventre des femmes, a été très lu. Je vois beaucoup de jeunes femmes qui me disent, tiens, j'ai lu ça et ça leur a fait prendre conscience justement de cette question de différence de politique étatique sur le ventre des femmes. Donc je dirais oui, même si dans les années 70, il y a énormément d'anti-impérialisme quand même, hein. Ça, c'est quand même très fort encore. C'est l'héritage des années 50-60, hein, des guerres de la solidarité. Il y a quand même, je sais pas, le livre d'Angela Davis, Femmes, race, classe, est traduit dès 1983, même s'il est peut-être pas assez lu à l'époque. Et puis, mais en France, il y a un féminisme étatique qui est assez puissant. N'oublions pas que dès Giscard, il y a un secrétaire d'État aux droits des femmes et qui va et ce féminisme étatique, il se renforce, il est quand même très présent sous Macron, par exemple. C'est-à-dire un féminisme d'en haut, quoi, un féminisme très islamophobe, surtout, extrêmement islamophobe, euh, vraiment de mission civilisatrice. Donc ce féminisme islamophobe de mission civilisatrice qui émerge à la fin des années 90, au début des années 2000, très fortement et qui vraiment va viser les femmes voilées, les hommes musulmans, vraiment anti-islam, c'est vraiment ça. Et qui est porté par des femmes de gauche au départ, et c'est pour ça que ça va quand même s'ancrer en France, est toujours là. Ça, c'est toujours ça. Mais il y a toute une partie des jeunes qui ont quand même bien compris ça aussi, qui ont compris ça. Maintenant, sur de mieux comprendre ce que c'est que les Outre-mer, ça peut-être que c'est moins, parce que c'est plus loin en fait qu'avant. C'est beaucoup moins présent, à cause aussi d'un affaiblissement des mouvements dans ces territoires, hein. C'est pas seulement à cause de la France, de la situation en France. Mais dans ces territoires, un affaiblissement des mouvements anti-impérialistes et des mouvements anticolonialistes, réellement. Donc, pour des tas de raisons qu'il faudrait analyser, de recul, de répression, de toute une série de raisons, mais oui, un recul. Un recul. Donc, on est dans un moment, dans les territoires de moment, dans un moment comme de qu'est-ce qui va en sortir, je ne peux pas dire, je ne sais pas, mais qui va certainement changer. On voit la situation à Mayotte est absolument catastrophique, est absolument catastrophique. Qu'est-ce qui va en sortir de cette catastrophe? On voit pas d'issue vu que c'est une politique coloniale. Et mais la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie est entravée par l'État français. Enfin bon, il y a toute une série de choses. L'État français refuse, les îles du Pacifique demandent leur inscription à la décolonisation. Là, à l'ONU, l'État français ne veut pas entendre. Donc, tout cela est à prendre en compte. Tout cela est à prendre en compte mais en France, je dirais qu'en France, en tout cas, la compréhension qu'il y a une dimension racialisée aux oppressions, je dirais oui, qu'elle est quand même, ça a énormément avancé.
ouais, il y a énormément avancé. Je sais pas, moi, les jeunes femmes qui sont venues me voir ce matin, elles me parlent de féminisme blanc. Elles le disent spontanément. Je sais pas, il y a 6 7 ans, je ne pense pas. Ouais, Ça n'aura ben, pas été le cas. ouais, c'est bien, ça fait plaisir hein, que les choses avancent. Euh, même si ouais, c'est vraiment pas simple parce que la bourgeoisie aussi avance ses pions, évidemment, Ouais, elle est pas bien sûr, statique. bien sûr, bien Ouais, sûr. ouais. Et justement, alors, bah, vous le savez très bien, hein, Françoise, le néolibéralisme, néolibéralisme, donc c'est cette dernière version là, du capitalisme, cette dernière itération du capitalisme dans laquelle on vit, ou sous la domination de laquelle on vit, plus précisément. Donc, ce néolibéralisme, en fait, il est vraiment champion dans la création enfin, l'exploitation de crises afin d'avancer ses pions, parce que voilà, les gens sont déstabilisés. Enfin, comment elle s'appelle? C'était la stratégie du choc. Hein, Naomi Klein qui avait très Mhm, bien expliqué ça en 2006 dans son ouvrage. mhm, Enfin, en français, ça s'appelle la stratégie du choc. mhm, mhm, Et voilà, donc ils savent exploiter des crises et puis même en créer si besoin. Ils ont les moyens de créer des fausses crises pour toujours avancer leur pion. mhm. Et justement, alors est-ce que ce projet-là ce grand projet de réarmement démographique, est-ce qu'il ne s'inscrit pas justement dans cette logique du néolibéralisme voilà, de décrire un problème, hein, parce qu'on voit bien dans le langage de Macron, il a parlé de fléau. Hein, donc voilà, sachant qu'on vient de sortir d'une pandémie hein, où ils ont terrorisé les gens pendant 2 ans et demi pour les amener à marcher au pas. Mhm, Et ils ont réussi en grande partie, on pourrait dire. Hein, les gens ont marché au pas en très grande majorité. mhm. Et voilà, est-ce qu'on n'est pas justement dans une autre fausse crise, entre guillemets, euh, afin que le capitalisme avance ses pions enfin, on soupçonne, en tout cas, on soupçonne que le capitalisme se rend compte qu'il a besoin de plus de corps, hein, plus de corps enfin, le capitalisme français, en tout cas, Mhm, on mhm, imagine que c'est le bloc bourgeois français, en l'occurrence, mhm, qui a besoin de mhm, plus de corps. Alors, oui, alors, mhm, est-ce que c'est la compétition avec l'Allemagne? Hein, parce que, évidemment, mhm, la France est depuis des siècles en compétition avec l'Allemagne et c'est celle qui a la plus mhm, grosse population aura le plus gros poids au niveau de l'Europe, ou de l'Union européenne en tout cas, mhm, parce mhm. qu'économiquement, elle pèsera plus. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose en fait derrière qu'est-ce que ça pourrait être en Mais fait moi, je ne sais pas si, par exemple, je dirais, parce que le capitalisme a besoin de corps et pas besoin en même temps. Donc, il y a aussi tout un surplus ou ce que des théoriciens appellent les zones de sacrifice, c'est-à-dire des gens sacrifiés, entièrement sacrifiés. Ils vivent, ils meurent. Euh, Oui, c'est des donc, variables en fait, d'ajustement quoi. il y a vraiment, il y a à la fois besoin de personnes à exploiter, et puis en même temps, besoin de moins de personnes à exploiter, donc un surplus qu'on laisse tomber, avec aussi tout le développement de nouvelles technologies qui robotisent encore plus le travail. Donc, euh, on peut imaginer qu'il y aura de plus en plus de personnes dans les services, c'est-à-dire vraiment les choses pour que la vie bourgeoise soit confortable. Et puis beaucoup plus d'automation, de choses comme ça, mais tout ça dans une situation de catastrophe climatique quand même, hein, qui va être réelle, qui est réelle déjà. Donc on voit qu'une course en avant du capitalisme, si vous voulez, vraiment une crise en avant, avec justement un abandon vraiment de personnes. On voit par exemple après les inondations catastrophiques au Pakistan, mais il se passe rien. Je veux dire, les gens se sont retrouvés sans rien. Le tremblement de terre en Turquie, c'est pareil. Donc, Haïti est une catastrophe. Enfin, on voit aussi qu'il y a vraiment un abandon. L'État ne remplit plus sa fonction, même si c'est une fonction aussi de répression, mais une fonction de quand même de s'occuper de ses citoyens de moins en moins, et plutôt là servir de relais aux corporations et aux milliardaires. Donc je dirais plutôt vraiment un calcul d'abandon, si vous voulez, de tas de personnes
moi, c'est ce que, d'une certaine manière, je pense que l'État français, c'est un peu son calcul dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire c'est des populations un peu, c'est un peu obsolètes, si vous voulez, leur bien-être. À un moment donné, l'État s'est dit, bon, il faut quand même qu'on donne, qu'on déverse de l'argent, parce que sinon, ça va être constamment des soulèvements. Donc, on a envoyé de l'argent, l'État a envoyé de l'argent. Mais maintenant, si vous voulez, il n'y a pas de souci du bien-être du tout, mais du tout. Et ça, et encore, ça, c'est pas la situation, mais on voit bien qu'il y a des masses de gens dans le monde qui sont laissés complètement à l'abandon, je veux dire, qui vivent dans des conditions, il y a pas d'eau potable, l'air est contaminé, enfin, je veux dire, les enfants, je veux dire, il n'y a pas d'école, enfin, je veux dire, et c'est un abandon par les États postcoloniaux et alors et par le qui se mettent au service du capitalisme ou de l'impérialisme. C'est des États qui ont accepté, des gouvernements qui ont accepté les programmes d'ajustement structurel. Les ajustements structurels, c'est quoi? Vous coupez l'éducation, vous coupez la santé, vous coupez ce qui est justement nécessaire un peu une meilleure vie des personnes. Donc on voit, les gens se démènent, les écoles sont payantes, enfin je veux dire, c'est absolument... donc je dirais plutôt qu'aujourd'hui, on assiste à une organisation d'abandon qui était déjà on peut dire, dans les cartons du néolibéralisme. Si vous voulez, qui se met en place, on voit déjà, après le coup d'État de Pinochet, les programmes que mettent en place ce qu'on appelait les Chicago Boys, c'est-à-dire les sept économies, c'est on coupe dans les services massivement. Les retraites, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe, pour augmenter donc moins de dépenses publiques, beaucoup moins de dépenses publiques et plus d'argent pour les actionnaires. Et on a vu que c'est devenu une politique générale aujourd'hui. Et si on regarde là en France, il y a un abandon des services publics de plus en plus, qui est justement la raison de beaucoup de mécontentement, et alors qui est encore plus prononcé dans les Outre-mer, hein, dans ce qu'on appelle dans ce que l'État appelle les Outre-mer. Mais on voit aussi cette politique, je sais pas, on la voit en place dans de grandes parts du continent africain, des continents américains. Continent asiatique où les populations sont tellement laissées à l'abandon, quoi, je veux dire. Et donc, il y a une lutte très forte pour que soient reconnus de nouveau des droits, mais basiques, le droit à la vie, quoi, le droit à une vie décente, quoi, qui a été abandonné. Donc, le capitalisme racial est beaucoup plus cruel que cela, beaucoup plus cruel, beaucoup plus, oui, utilitariste. Et justement, oui, donc ça paraît un peu étonnant qu'ils veuillent relancer la natalité. Alors, est-ce que c'est pas, est-ce qu'ils n'ont pas peur qu'avec une société vieillissante, s'il y a moins de cotisants, ben en fait, ça risquera de barder, d'exploser. Et donc, est-ce que c'est pas pour protéger justement l'État et bien sûr la bourgeoisie au final, parce que c'est ça Mais qu'il faut je protéger. pense que l'État peut se dire que bah, la police sera là et l'armée sera là s'il faut, hein. L'État ne s'est pas privé d'utiliser la police contre les gilets jaunes, contre les jeunes après la mort de Naël, contre dans les grandes manifestations contre la réforme des retraites. L'État français n'hésite pas du tout à frapper, à criminaliser les écologistes aujourd'hui en parlant d'écoterrorisme, des jeunes, en les condamnant. Donc, on peut se penser que l'État va être de plus en plus répressif et de plus en plus criminalisateur, criminalisant, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, et sans hésitation. Parce que la question étant de maintenir ses bénéfices et ses intérêts. Donc, dans le réarmement démographique, je ne sais même pas si vraiment si Macron est très sérieux là-dedans. De toute façon, il y a quelque chose, oui, au niveau mondial, il y a une baisse de la natalité. Au niveau mondial, c'est pas seulement et qui a plusieurs causes. Il y a des pays où les femmes ne veulent plus faire d'enfants parce qu'elles trouvent que voilà, il y a pas de raison quoi. L'État ne leur offre, je veux dire, la vie est trop dure. Pourquoi élever des enfants? Donc, si vous voulez, c'est la condamnation du néolibéralisme par les femmes. Nous ne ferons plus d'enfants, si on peut dire, c'est une espèce de C'est une révolution sanction. silencieuse, si c'est la vie qu'on nous offre et qu'on offre à nos enfants.
que ce soit les femmes ou, je sais pas, les personnes qui adoptent des enfants et tout, si vous voulez. Donc, s'il n'y a pas de révolution profonde du système dans lequel nous vivons, le capitalisme mène l'humanité à sa perte. Entre les guerres qui se poursuivent. Je veux dire, quand même, quand on assiste, on est en 2024 et qu'on assiste en direct à un nettoyage ethnique total, total d'une population, mais total, avec le soutien des grandes puissances, le soutien total des grandes puissances, qui criminalisent l'opposition à la politique de l'État d'Israël. On se dit, on est vraiment, c'est la première fois quand même que dire, dans nos vies, si vous voulez, dans les personnes qui n'ont pas connu le nazisme, etc. C'est la première fois qu'on assiste, parce que le génocide des Tutsis, tout ça, c'était pas tout à fait cette configuration, ou au Cambodge, c'est pas cette configuration. Là, c'est un nettoyage ethnique auquel on assiste en direct, comme il y en avait au 19e siècle. Quand les Australiens sont arrivés, on dit, bon, bah, on élimine les aborigènes, comme ça on colonise. Ou les Américains, en arrivant, les Blancs, en arrivant sur les Amériques, bon, bah, on nettoie tout et on s'installe. Mais ça, on disait ça dans les livres d'histoire. Et on était déjà, c'était quand même présenté comme un crime terrible. Et là, on le voit, on y assiste. On assiste en direct à cela, avec une société totalement qui parle comme ça, on va se débarrasser d'eux, il n'y a pas de raison. Enfin, donc on voit, si vous voulez, est mis à nu ce qu'est aussi le lien dans l'Occident entre démocratie et colonisation. Ce qu'on appelle les démocraties occidentales, les grandes démocraties, je veux dire, comment on appelle ça, le gendarme du monde, le pays libre, les États-Unis, c'est un pays, une démocratie fondée sur les génocides, l'extermination et l'esclavage, et qui devient aujourd'hui le pays le plus libre du monde, le représentant du monde libre, le représentant Canada, c'est la même chose, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire toutes les démocraties qui se constituent après les grandes puissances coloniales esclavagistes d'Europe euh, et sont des démocraties nées sur l'extermination et le génocide, et les démocraties d'Europe naissent avec leur politique d'expansion coloniale. Donc il y a aujourd'hui une nécessité à défaire le lien entre démocratie, si démocratie et le régime qu'on vise, mais peut-être, enfin peu importe, en tout cas une vie euh, plus paisible, il faut vraiment en finir avec la société de colonisation. Euh, voilà. Et c'est pas parce qu'on me dit, ben, il y a plus de, je veux dire, bon, d'abord, en Palestine, c'est une société de colons, mais même la question, c'est que si vous voulez, le Canada, là, je veux dire, toutes ces démocraties se sont fondées sur l'extermination, que ce soit les aborigènes, les natifs américains, etc., n'ont plus accès à la terre, n'ont plus accès à la terre, à leur richesse, ils sont défaits, ils sont dépossédés. Et en plus, ça a été l'esclavage. Donc, des millions d'Africains déportés qui sont coupés de leur... Et pendant ce temps-là, le sous-développement organisé du continent africain. euh, donc, tout ça, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment... Aujourd'hui, je pense, avec ce qui se passe en Palestine, c'est beaucoup plus... C'est enfin plus clair pour des personnes. Sauf que c'est les Palestiniens qui payent un très fort prix pour que enfin les gens comprennent. Mais donc pour moi, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas mis fin à cette logique, à ce régime colonial qui sous-tend la démocratie occidentale, et c'est pas de se fouetter ou ça, c'est de vraiment de détacher toute organisation politique et sociale de sa racine coloniale, d'une de ses racines coloniales. Parce que cette racine, elle est là. Effectivement, effectivement, alors je en parlais avec Lissel Quiroz, la colonialité, effectivement, c'est quelque chose qui reste même après la décolonisation Voilà, officielle. voilà. Voilà, oui, oui, c'est tout à fait, et il faut, oui, on le sait, ça a été.
Pour moi aussi, par exemple, que ce soit Césaire dans le discours sur le colonialisme, ou quand Fanon dit que la décolonisation est un processus historique, c'est-à-dire ça ne se termine pas avec l'indépendance. Et bon, puis on peut penser à Cabral, on peut penser à d'autres, hein, on peut penser à... Mais en fait, l'idée que la décolonisation, c'est pas seulement l'indépendance, et n'a pas commencé aujourd'hui, hein, tous ces personnes le savaient. Même Nkrumah va parler de néocolonialisme comprend que l'indépendance ne suffit pas. Donc on est dans des nouvelles étapes aujourd'hui, et, euh, et vraiment c'est de mettre fin à la colonialité, oui.